Le Real Madrid va recevoir Chelsea pour les quarts de finale de Ligue des Champions ce mercredi soir à 21 h au Santiago Bernabéu. En attendant de parler aujourd'hui de l'avant-match, on va parler rapidement un petit peu de quelques actualités autour du Real Madrid, mais en tout cas bien entendu on attend avec impatience cette confrontation en quart de finale qui pourrait pourquoi pas mettre quasiment les Madrilènes en demi-finale, suivant le résultat qu'il peut y avoir bien entendu, même si tout sera joué au match retour à Stamford Bridge la semaine prochaine. Je vous rappelle au passage que si vous êtes un fan du Real Madrid ou du football en général, n'hésitez pas à vous abonner les amis, on va foncer vers les 100 000 abonnés cette année. Du coup abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu pour ne pas rater mes futures vidéos et aussi les vidéos sur la Ligue des Champions et l'actualité du Real Madrid. Par rapport à l'actualité, on peut quasiment être certain que Dani Ceballos et Marco Asensio devraient notamment prolonger. En tout cas on parle d'un contrat jusqu'à 2027 ou 2028 pour Marco Asensio qui pour l'instant marque de plus en plus de buts, marque de plus en plus de points en étant de plus souvent aligné dans l'axe du terrain, ce qui est pour moi et depuis plus de 3 ans et maintenant depuis 2 ans que je vais à la chaîne YouTube que je vous dis que Asensio doit jouer en numéro 10 ou du moins dans l'axe du terrain face au jeu pour exploiter au mieux ses qualités. On voit clairement qu'aujourd'hui il est en forme physiquement, il est en forme techniquement et tactiquement parce que le mec bouge partout, il revient défendre, il hésite pas sur les efforts, il a des prises de balle avec son pied gauche qui sont ultra rapides, qui rappellent en tout cas ses meilleures périodes pour passer entre les lignes, pour casser les lignes sur un crochet, une accélération, une passe, et il est toujours bien placé pour tirer ou donner le ballon. Et en ce moment il est vraiment intéressant dans le jeu du Real Madrid. Donc globalement si elle a une prolongation jusqu'à 2026, 2027 ou 2028, du coup sur plusieurs années, à court moyen terme, c'est plutôt pas mal. Pareil pour Dani Ceballos qui marque de plus en plus de points, en tout cas dans l'esprit de Ancelotti, qui dit de plus en plus de lui en conférence de presse et qui l'inclut notamment avec les Tchouaméni, les Camavinga et Valverde comme étant le futur du Real Madrid. Même si Ceballos bien entendu est beaucoup plus âgé ou un peu plus âgé que ceux que j'ai cités précédemment, il en reste pas moins encore assez jeune, il a une marge de progression qui est phénoménale et quand tu vois les Toni Kroos, Luka Modric, qui d'année en année, peu importe qu'ils aient passé les 30 ou 32 ans et quelques ou 34 ans ou 36 ans, sont toujours au top. Et quand t'as des mecs comme Ceballos qui sont travailleurs, qui ont envie de jouer, à qui tu peux donner de la confiance et qui peut beaucoup t'apporter, ben je suis certain qu'un contrat à long terme tout comme Asensio, ce sera bénéfique autant pour eux que pour le Real. Et aussi pour garder bien sûr au sein du club une base de joueurs espagnols qui soient expérimentés, qui sont madridistas au fond d'eux et qui veulent se battre pour le maillot et qui pourront justement aider les plus jeunes à progresser, aider d'autres joueurs qui soient espagnols ou pas qui vont arriver à s'intégrer parfaitement, car entre eux il y a toujours une belle ambiance entre les jeunes du club et tout ça. Donc globalement garder cette ossature là c'est intéressant. On a aussi la petite information comme quoi Jude Bellingham aurait préféré Manchester City ou peut-être Liverpool, même si aujourd'hui Liverpool ne sera pas qualifié pour la moindre coupe d'Europe quasiment l'année prochaine. Il se peut que Manchester City ait remporté la course par rapport au Real Madrid, qui ne mettra jamais autant d'argent que ce soit en termes de transfert ou de salaire. Jude Bellingham qui a fait du très bon travail à Dortmund, qui est titulaire maintenant avec l'équipe d'Angleterre en sélection, mais qui ne marque pas non plus une époque en Ligue des Champions, qui n'aide pas Dortmund à remporter la Bundesliga, même si certes Dortmund c'est beaucoup moins fort que le Bayern, même quand ils ont 5 points d'avance ou quoi, ils dilapident toujours leur avance. Même en Coupe d'Allemagne l'autre jour, comme par exemple t'as le Bayern qui sort un petit peu à la surprise générale contre Fribourg si j'ai plus de bêtises, t'as Dortmund qui a l'occasion sans le Bayern pourquoi pas d'aller remporter un autre trophée et qui va perdre son match dans la foulée contre Leipzig. Leipzig c'est pas une petite équipe d'Allemagne, il est vrai, mais quand même quand tu sais que ton rival historique il s'est fait sortir de la coupe, qui était ton principal obstacle pour aller chercher au moins un trophée, et que tu te liquéfies comme ça, c'est pas normal. Tout comme en Bundes, ils ont pris une raclée l'autre jour contre le Bayern, qui était pas au sommet de son art et qui a été relancé par l'arrivée de Tourelle, tu vois. Mais globalement, Dortmund, c'est pas une équipe qui pourra battre le Bayern sur la durée, soit à court, moyen et long terme, en question d'effectifs, de moyens, etc. Mais aussi de coronets sur la durée pour jouer leur chance à 100%. Et le fait que Bellingham, il va à City, forcément, c'est un joueur anglais, donc il a envie de jouer en première ligue, dans son pays, devant ses supporters. Et le fait que City va lui donner plus d'argent, qu'ils ont un projet de jeu où il sera sûr d'être titulaire là-bas, où il va l'accompagner avec Kevin De Bruyne, tout ça. Et Guardiola adore ce genre de profil, et c'est peut-être un profil qui manque un peu à Manchester City sur la durée. Bah peut-être que lui, au niveau financier, sportif et tout ça, il sera peut-être aussi content, pourquoi pas, d'aider City à remporter éventuellement leur première Ligue des Champions s'ils venaient à pas la remporter cette saison, même s'ils devront croiser le fer avec le Bayern justement et avec pourquoi pas le Real ou Chelsea en demi-finale. Donc il y a quand même beaucoup d'obstacles pour City cette année encore une fois, mais si Bellingham va là-bas et qu'il l'aide à remporter la première de City, forcément c'est peut-être plus intéressant pour lui que de remporter une avec le Real, même si à chaque fois qu'un joueur ne vient pas au Real, c'est pas le Real qui le regrette, c'est les joueurs qui le regrettent. Donc on verra bien à l'avenir si son choix a été le bon. Et on peut aussi féliciter les amis le Real Castilla qui a remporté son match hier
perd 2-0, qui les colle aujourd'hui maintenant à 2 points d'Alcorcón, du coup à 2 points des leaders de 3ème division dans leur groupe, parce que les premiers, pour rappel, de leur groupe sont directement qualifiés pour la 2ème division espagnole, et les autres devront jouer les 2 dernières places, du coup au play-off. Aujourd'hui on voit qu'Alvaro Rodriguez par exemple ne monte plus trop avec l'équipe première, parce que Raúl en a vraiment besoin pour assurer cette 2ème place au moins pour les play-offs, ou pourquoi pas la 3ème place, mais aussi pourquoi pas jouer la première place. Il leur reste une dizaine de journées ou un peu moins à jouer, donc j'espère qu'ils arriveront à passer devant, car ils le méritent pour tout le travail de Raúl et des jeunes qui aspirent vraiment à jouer plus haut. Pour parler de Chelsea maintenant, avec l'avant-match entre Real Chelsea pour les quarts de finale de Ligue des Champions, on sait tous que Graham Potter a été licencié après une très mauvaise saison avec Chelsea, que déjà Thomas Tuchel avant lui a été viré, que c'est totalement le bordel entre leur mercato hyper cher, le fait qu'ils ont acheté beaucoup de joueurs à toutes les lignes qui maintenant viennent s'entasser avec une concurrence qui est vraiment un petit peu bizarre, qui est pas forcément bien ficelée, parce que t'as pas pu dégraisser, t'as trop de joueurs, etc. Donner du temps de jeu et de la confiance à tout le monde, c'est quasiment pas possible. Quand tu sais que Chelsea est éliminé des Coupes d'Europe, est éliminé des Coupes d'Angleterre, si je dis pas de bêtises, que de l'autre côté en Première Ligue, ils sont 11e en 30 matchs, donc impossible pour eux de viser la Conference League, l'Europa League ou la Ligue des Champions. Et par rapport au budget qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, c'est un peu la honte. Mais il est clair que pour eux, l'année prochaine, quand ils devront jouer sans Coupe d'Europe la Première Ligue, ils auront peut-être une carte à jouer si Lampard ou l'autre entraîneur, si Lampard venait être licencié pour un autre entraîneur comme Luis Enrique ou je sais pas qui, Nagelsmann ou quoi, forcément Chelsea, en repartant de zéro, il faut vraiment ficeler le collectif, tout ça, et bien l'huiler, en mettant bien sûr en évidence les bons joueurs qui devront rester, en faisant le ménage dans leur effectif. Ils pourront, en ayant quasiment qu'un match par semaine, avoir peut-être plus d'avance par rapport à leurs concurrents qui devront utiliser leur effectif sur plusieurs tableaux. Même si les Coupes d'Angleterre au début elles commencent pas forcément dès le début de saison, Chelsea aura de quoi voir l'avenir avec moins de matchs dans le calendrier qui est quand même très chargé en Angleterre et dans l'ensemble de l'Europe en général. Donc Chelsea aujourd'hui, c'est 30 matchs de Première Ligue, seulement 10 victoires, 9 défaites et 11 nuls. Donc c'est même pas un match sur 3 de gagner, donc c'est quand même assez ridicule. De l'autre côté, ils n'ont marqué que 29 buts en 30 matchs, donc moins d'un but marqué par match joué. Ça montre qu'ils ont une attaque qui est famélique, une attaque qui est ridicule, qui même malgré le mercato commence à aller un peu mieux, mais c'est vraiment pas ça, parce que pendant plusieurs matchs des fois ils vont pas marquer du tout, comme le week-end dernier contre Wolverhampton ou encore avant contre Liverpool, ce qui montre que même s'ils ont mis 3 buts à Leicester ces derniers temps ou 2 buts à une autre équipe, c'est pas constant. C'est pas constant, c'est que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça trébuche beaucoup, même si la Première Ligue c'est pas la Ligue des Champions, en termes d'intensité c'est quasiment la même chose, tu vois, parce que la Première Ligue par rapport à la Liga ou la Ligue 1 par exemple, quand tu mets à la place du Real ou du PSG, en championnat, même s'il y a de très bonnes équipes qui peuvent des fois te faire déjouer, et que c'est pas forcément facile, on peut prendre l'exemple du Real qui cette année galère en Liga, et encore plus depuis janvier, avec une crise de confiance, de résultats, de jeux techniques qui nous ont fait trébucher à domicile ou l'extérieur, c'est pas la même intensité, c'est pas le même niveau de jeu que t'as en face, mais en Première Ligue, une fois sur 2, une fois sur 3, t'affrontes une grosse équipe. Donc forcément, c'est quand même un peu plus facile de se mettre en jambes, d'avoir du rythme et tout ça. On sait que les équipes anglaises, et on l'a vu quand on les a jouées en Ligue des Champions ces dernières années, elles ont plus de rythme que le Real, que ce soit physiquement, elles tiennent mieux les matchs en général sur la longueur. Et surtout au niveau de l'impact physique, ça y va. Le Real au bout d'un moment a réussi à mettre des coups de massue à City, à Liverpool et à Chelsea en Ligue des Champions en mettant un but, en faisant le dos rond, en ne pliant pas énormément, en restant toujours en vie et surtout en passant devant au score d'affichage sur l'ensemble des deux matchs, ce qui mettait du coup pas en confiance l'adversaire, qui disait qu'ils avaient beau attaquer, ils marquaient jamais, ils n'arrivaient pas à les tuer, quand le Real avec très peu d'occasions, très peu de ballons, arrivait à faire le boulot. Et forcément ça peut te rendre fou, ça te donne pas un sentiment de tranquillité, t'as pas de sang-froid, tu te sens du coup pressé, t'arrives pas à faire le dernier geste avec le plus de sérénité possible, là où le Real souffre mais arrive à le faire. Et forcément avec cette épée de Damoclès sur la tête quand tu n'arrives pas à marquer, c'est compliqué d'être tranquille. Donc Chelsea aujourd'hui qui en plus encaisse 31 buts en 30 matchs, donc qui encaisse plus d'un but par match, ça montre que leur défense, malgré les Koulibaly, malgré les Badiashile, les Fofana, les Reece James, etc., malgré les grands noms et les joueurs jeunes aussi qui ont été signés avec un gros potentiel, c'est pas très solide. C'est pas très solide. Milieu de terrain, t'as les Enzo Fernandez qui ont signé pour 100 millions d'euros et quelques, voire 120 millions, qui pour moi étaient de véritables canettes, ou du moins des joueurs qui étaient surexploités, surévalués, parce qu'avec Benfica, il avait joué même pas 5 matchs de Ligue des Champions, déjà vas-y, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, donc c'est un mois de compétition, le mec, on lui a mis 120 millions sur la tête. Aujourd'hui, on voit qu'à Chelsea, il a du mal à s'acclimater, il a du mal à bien récupérer des ballons, à bien proposer du jeu, tout ça, ça monte en puissance, mais pas assez vite, et surtout pas assez bien et régulièrement. À côté de lui,
T'as Gallagher qui, pareil, il a été payé beaucoup moins cher, mais qui a plus cette faculté de projection qu'il avait dans son ancien club. Il a pas cette faculté aussi à faire des différences balle au pied. Il propose beaucoup de jeux de manière latérale, mais pas forcément pour casser des lignes devant. Même si ça tend aussi, pareil, à s'améliorer, mais c'est encore trop peu par rapport au talent du joueur. Kovacic, on le connaît pour sa faculté à faire les efforts, à utiliser le ballon pour casser les lignes, à faire des passes en tout cas vers l'avant, proposer beaucoup de mouvements, etc. Mais accompagné aujourd'hui de certains joueurs, c'est pas forcément l'effectif le mieux huilé, tu vois. Là, aujourd'hui, ce qui va être intéressant pour Chelsea, c'est de récupérer Kanté, qui lui aussi fait le Ramadan, et Kanté Ramadan, on sait que c'est la meilleure arme pour contrer Benzema Ramadan, on le sait tous, mais Kanté, aujourd'hui, qui a eu pas mal de blessures, pas mal de problèmes de rythme et tout ça, qui a fait un très bon match contre Liverpool, il va revenir aujourd'hui, ça va être compliqué. Au milieu de terrain, ça va être lui le principal poison à surveiller côté Chelsea. Même s'il va manquer un petit peu de rythme, tout ça, on sait jamais. C'est un grand joueur, on sait de quoi il est capable. Donc à pas négliger. Devant, Chelsea, il compte beaucoup sur Joao Félix, sur Havertz, qui marque pas mal de buts, qui sont réguliers, qui proposent beaucoup de dangers. Sterling, c'est un attaquant aussi sur le côté qui est très rapide, qui propose beaucoup dans la profondeur, qui dans le 1 contre 1 est assez intéressant, mais qui est pas forcément très bon devant les cages, qui manque toujours d'efficacité. Il en avait eu à l'époque avec City durant une petite période, avant de retomber dans les travers, et côté Chelsea, c'est pas encore ça, tu vois. Après, ils ont beau avoir des joueurs comme les Mudryk, les Pulisic, etc. Donc oui, ils peuvent faire tourner, oui, ils ont du sang frais, ils ont des solutions sur le banc dans le cas où ça va pas bien, mais Chelsea, vraiment, c'est en panne, parce qu'il n'y a pas de schéma de jeu, il n'y a pas de tactique prédéfinie, que ce soit pour la défense ou l'attaque, c'est décousu, c'est désorganisé, ça arrive pas à se trouver, malgré le talent des joueurs, pour l'instant, c'est pas ficelé. En plus, Chelsea, de base, depuis de nombreuses années, jouait à 3 défenseurs derrière, et avec 2 pistons comme Reece James, ou encore du coup Cucurella, ou encore Chilwell, sauf qu'aujourd'hui, on voit clairement que depuis la défense à 4, la base n'est pas solide, les Reece James n'arrivent pas à exploiter tout son potentiel à 100% quand il est pas piston, qu'il est pas proche de la surface et tout ça, comme le fait qu'il va monter mais que t'as pas des ailiers qui vont beaucoup défendre, ça fait que Reece James il est obligé de faire l'autoroute, enfin l'aller-retour à chaque fois, et forcément t'as des écarts, t'as les milieux de terrain qui ont du mal à combler les montées des latéraux, que du coup à la fin sur les contres, ils se retrouvent à prendre beaucoup de ballons dans leur dos. Contre Wolverhampton l'autre jour, le but qu'ils ont pris, il était phénoménal, l'espèce de reprise de volée pied droit, mais parce que le mec était tout seul, parce que aujourd'hui la défense de Chelsea, tu sais pas si elle défend en zone, si elle défend en 1 contre 1, et sur les prises de balles rapides, elle se fait bouffer. Pourtant, et c'est quand même paradoxal, parce que Chelsea joue beaucoup sur la vitesse, les contres et l'attaque, et avec les attaquants qu'ils ont, nous, c'est dans notre dos qu'il va falloir surveiller. Que ce soit Carvajal, Vasquez à droite, que ce soit Nacho à la bas à gauche, va falloir être très vigilant sur les percées de balles et les ballons qu'il va y avoir sur les côtés, parce que si on prend l'eau, comme on l'a déjà beaucoup pris par moment contre les équipes qui jouent très rapide, comme par exemple quand on avait Mbappé en face, quand on avait les Elite City en face, quand on avait d'autres joueurs comme ça peut être problématique. Donc les clés du jeu contre Chelsea, ça va être surtout de bien défendre les côtés, de pousser justement leurs ailiers latéraux à reculer un maximum, et nous bien sûr on va pouvoir contester au maximum la possession du ballon. On est à domicile, c'est à nous de faire le jeu. Chelsea, en venant au Real Madrid, sachant qu'il n'y a pas de règle du but à l'extérieur, eux je pense qu'ils vont vouloir viser la victoire surtout à domicile. Donc à l'extérieur, ils vont essayer pourquoi pas de jouer un petit peu à fond la défense et les contres. Donc là, c'est à nous aussi de jouer sur leur manque de confiance devant et leur manque de confiance derrière. On a des joueurs aujourd'hui comme Rodrigo qui, quand il est dans l'axe par exemple, va beaucoup permuter avec du coup Valverde sur le côté, etc. Va pas mal semer la zizanie, pas mal multiplier les combinaisons. On a un Benzema qui est extrêmement en confiance, qui profite de la moindre occasion. Vinicius par sa qualité de percussion qui va tenter de provoquer le moindre petit coup franc, le moindre petit penalty qu'il peut y avoir, ou se faufiler comme il l'a fait contre Villarreal pour marquer le but juste après la mi-temps. Donc on a des joueurs aujourd'hui qui sont en forme, qui sont en confiance, et la Ligue des Champions pour le Real, c'est pas la Liga. On le voit clairement, c'est 2 costumes différents, 2 équipes différentes, mais aujourd'hui le Real peut vraiment faire énormément de choses contre Chelsea. Là, je pense qu'on n'est pas dans la même configuration que l'an dernier, où on avait surdominé Chelsea chez eux, on gagne 3-1, on revient chez nous, on gagne 3-2 après avoir été surdominé tout le match quasiment. Avant l'extérieur de Modric et le but de Rodrigo qui nous amène en prolongation, et la qualif avec le but de Benzema, c'était très compliqué. Franchement, si on était sorti sur les 90 minutes, il n'y avait rien à dire parce que le match retour, on l'a quasiment pas joué. Physiquement et techniquement, on était dépassé. Là aujourd'hui, faut pas faire la même erreur. T'es à domicile, c'est le match aller, tu sais que le retour tu joues pas chez toi, donc il faudra aller à Stamford Bridge pour gagner. Là, faut jouer à fond. Donc la possession du ballon, ça va être important. On sait qu'en face, il y aura quand même des gros clients. Techniquement, on est meilleur. Physiquement, à voir. Mais si on contrôle la vitesse des attaquants adverses et qu'on domine globalement la possession du ballon, on pourra par la suite exploiter tout ça par un jeu court ou un jeu long et exploiter la vitesse de nos attaquants et leur justesse technique aussi. Enfin bref, moi je pense que composition, Courtois, Carvajal, Rudiger, Militao à la bas à gauche,
je pense, parce que Militao Rudiger pour moi c'est la meilleure défense centrale qu'on a. On sait qu'Alaba il revient petit à petit, il revient plutôt bien en forme, mais je sais pas, je préfère quand même Rudiger Militao dans l'axe. En plus Rudiger son ancien club, donc il aura à cœur pourquoi pas de briller aussi. Alaba à gauche ou Nacho, même si en ce moment Nacho est quand même pas mal, même s'il a pris le bouillon contre Chukwueze, mais il était un peu laissé au dépourvu, un peu laissé tout seul contre lui. Au niveau vitesse et vista c'était compliqué, mais Alaba pourquoi pas. Milieu de terrain, moi je veux vraiment qu'on ait un numéro 6, que ce soit Tchouaméni ou Camavinga, il nous faut un 6 contre Chelsea pour répondre aux défis physiques et récupérer les ballons, ça y a pas de débat là-dessus. Modric, je pense titulaire, parce qu'il n'a pas joué titulaire le dernier match, donc il sera forcément titulaire. Valverde, on sait pas trop. D'ailleurs Valverde, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler au début de la vidéo, mais Valverde en plus Baena a porté plainte contre lui. Donc à voir maintenant comment pénalement ça va se situer. S'ils vont parler au comité anti-violence de la Liga, s'il sera aussi sanctionné au niveau sportif, si ce sera une question de durée du coup de 2 mois, 6 mois, 1 an, on l'espère pas, ou si ce sera plutôt des matchs du coup 2, 4 à 12 matchs, il peut pas y avoir plus, mais clairement Valverde est un petit peu dans la mouise. J'en ai parlé dans la vidéo faite à chaud à 3h du matin l'autre jour, vous pouvez la retrouver la vidéo, mais là pour l'instant Valverde on sait pas trop comment il peut se passer, s'il va être en tout cas sur le terrain, s'il va pouvoir jouer, s'il va pas être trop secoué. S'il peut jouer tant mieux, parce que pour moi Valverde il est indispensable dans son activité, dans ce qu'il peut faire physiquement, tout ça, et dans le système du Real. Toni Kroos il sera sûrement là hein, dans les grands matchs. Ancelotti s'en passe pas, mais si j'aurais bien mis pourquoi pas un milieu de terrain Camavinga, Tchouaméni et Modric, Valverde à droite, Vinicius à gauche, Benzema en pointe, et Rodrigo éventuellement fait rentrer. Mais Rodrigo, je pense que là, vu comment il est en forme, je pense qu'Ancelotti va partir à domicile sur Vinicius, Benzema, Rodrigo, Valverde, Modric, Camavinga ou Tchouaméni, on verra bien. Mais pour moi ça pourrait être pas mal, parce qu'en face t'as les Sterling, t'as un truc comme ça. T'as un milieu de terrain qui est intéressant, je dois donner la compo tout à l'heure, mais ça va remporter ce match-là peut-être 3-1. 3-1 à domicile, franchement, ce serait plutôt pas mal. Après, on aura le temps de voir venir une fois Stanford Bridge la semaine prochaine. Attention à ne pas être dans l'excès de confiance, de pas cette fois-ci, comme on est dans la peau du favori, à ne pas non plus trop en faire. Attention, en général, on préfère ne pas être favori que être favori. Donc on verra bien si on assume nos statuts ou pas du tout. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les fous.